Non mais ça va pas, Baptiste, t'es pas net. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler des Daft Punk. Et avant de vous parler des Daft Punk en eux-mêmes, je vais vous parler de ses deux membres fondateurs, Guy Manuel Homem Christo et Thomas Bangalter. Né le 8 février 1974 à Neuilly-sur-Seine, Guy Manuel Homem Christo est l'arrière-petit-fils de l'écrivain fasciste Francisco Manuel Homem de Cristo Filho. Pourquoi Filho? Tout simplement parce que son père avait le même prénom que lui, à savoir Francisco Manuel Homem de Cristo. Et il était accessoirement aussi un des bras droits du dictateur Salazar. En 1997, il crée un groupe The Night Club avec Eric Chedeville. Ils créent en même temps ensemble leur propre label, Cri d'amour. Avec leur groupe The Night Club, ils sortent 9 maxi, dont 2 seront produits par leur propre label. Alors un maxi, c'est l'équivalent d'un EP ou d'un mini-album, hein, mais c'est le mot français pour dire un EP. Né le 3 janvier 1975 à Paris, Thomas Bangalter est le fils de Thérèse Toreux et de Daniel Bangalter. Son père était auteur, compositeur et producteur. En 95, il créera son propre label de house roulé avec lequel il sortira ses propres compositions ainsi que ses collaborations avec d'autres artistes. En 98, il créera avec Alan Braxe et Benjamin Diamond le groupe Stardust qui ont sorti une seule musique, mais je pense que vous la connaissez tous, c'est Music Sound Better With You. Cette musique a été un tube interplanétaire et d'ailleurs elle est restée plus de 7 semaines numéro 1 dans le Billboard américain. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est plutôt plus que pas mal quand même. Il y a beaucoup d'artistes qui font pas ça aujourd'hui. Cette musique est d'ailleurs disponible en streaming que depuis 2018 lors de sa réédition. En 98, il sera aussi d'ailleurs l'auteur du morceau Gym Tonic pour Bob Sinclair. Sauf que Bob Sinclair en fait il va le sortir sur son maxi sans en parler à Thomas Bangalter, ce qui va amener du coup à un procès que Thomas Bangalter gagnera un peu plus tard. L'honnêteté dans l'industrie musicale. Pardon. Jusqu'à aujourd'hui, Thomas Bangalter continue de composer pour d'autres artistes ainsi que pour des longs métrages, notamment ceux de Gaspard Noé. Par contre, il arrêtera le DJing à partir de 2002, de peur de perdre l'ouïe à cause d'un acouphène. Bon, ça y est, on y vient, on va commencer à parler de la formation des Daft Punk. Alors notre duo se rencontre en 1986 dans le lycée Carnot à Paris. Ils commencent à se lier d'amitié tout simplement parce qu'ils ont la même culture culturelle et du coup ça les fait plutôt kiffer. 92, ils créent le groupe Darlene avec Laurent Boscovitz, le futur guitariste du groupe Phoenix. Lorsqu'ils sortent leur premier projet avec Darlene, du coup, ils se font insulter de Daft Punk par la presse londonienne. Daft Punk qui veut dire punk idiot. Terme qu'ils vont reprendre un petit peu plus tard comme vous le savez très bien. Donc après les critiques qu'ils ont reçues, ils ont un petit peu le moral en berne, ce qui peut se comprendre. Le duo se tourne vers la scène techno qui commence à être en plein boom à l'époque. Ils font un peu de DJing par-ci, DJing par-là, mais après rien de concret forcément. Sauf qu'en 93, Disney organise une rave party à Euro Disney. Oui, vous avez bien compris, une rave party à Euro Disney. Très bien. Notre cher duo décide d'y participer. C'est après cette produit qu'il rencontre les CEO du label écossais Soma. Il signe avec eux, tout se passe bien. Et c'est en 94, année magique, L'année de ma naissance. oui aussi, qu'ils sortent deux maxi, dont un comportant le single Alive, que vous connaissez tous, et le deuxième, le single Daft Punk, que vous connaissez tous aussi. À partir de là, ça part dans tous les sens. Ils sont courtisés par tous les plus grandes majors, notamment Virgin, qui les signera en 96. Alors avec Virgin, c'est un contrat très spécifique qu'ils ont. Faut savoir qu'à l'époque, vous avez pas beaucoup de types de contrats différents. Vous avez surtout le contrat basique, en fait, qui vous laisse une certaine liberté en tant qu'artiste. La décision finale appartiendra toujours au producteur. Et Daft Punk, eux, ils ont choisi un contrat qu'on appelle un contrat de licence. C'est-à-dire que l'artiste a tous les droits sur sa propre œuvre. Si l'artiste vous dit non, c'est non. L'avantage aussi avec ce contrat, c'est que le producteur va vous donner une somme à répartir entre tous les acteurs de votre album. Mais là où les Daft Punk sont forts, c'est que leur prochain album, il s'appelle Homework, Devoir Maison, et non pas Téléphone Maison. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Donc pendant un an, ils vont travailler sur cet album, et pendant un an, ils vont faire stresser la DA de Virgin avec qui ils ont signé. Tout simplement pourquoi? Parce que la DA de Virgin, donc directrice artistique, quand elle a signé les Daft Punk en contrat de licence, elle a pas prévenu son boss. Ah non, surtout pas. Parce que les contrats de licence, ça n'existait presque pas à l'époque. Fallait être un artiste internationalement reconnu, vous êtes sûr de gagner de la thune avec, parce que ce contrat est assez risqué quand même. Elle a attendu le dernier moment pour avoir les démos comme il faut, pour tout présenter à son boss d'un seul coup, lui dire bah regarde, tac, je les ai signés en contrat de licence, tac, t'as la démo, maintenant c'est quoi? Et son patron il lui a dit bah maintenant, tac, t'es viré.
Sauf que, quand l'album sort en 97, son patron la rappelle, lui dit « Bah maintenant t'es rembauché ». Comme quoi, il faut prendre des risques dans la vie. Ah d'accord, Jamy. Pendant que leur succès part dans tous les sens, les Daft Punk prennent une position radicale par rapport à leur image. En effet, ils veulent absolument éviter d'être pris dans le piège du star system. Du coup, ils apparaissent systématiquement masqués ou floutés à travers des images bien retouchées ou des choses comme ça. Tout ceci jusqu'à la sortie de l'album Discovery, où on peut les voir avec les casques qu'on leur connaît. Ce sera tout simplement Tony Gardner qui a eu l'idée lors du tournage d'un de leurs clips en s'inspirant du film de 1951, Le jour où la Terre s'arrêta. Je vous passe quand même une image, vous allez voir, c'est assez flagrant quand même comme ressemblance. Nous sommes donc en 2001 lorsque sort l'album Discovery. L'album Discovery d'ailleurs qui a été beaucoup marqué par rapport à leur clip, avec les petits bonhommes bleus. C'est à cette époque qu'on commence à apercevoir l'émergence des plateformes de peer-to-peer dont Napster. Sauf qu'à ce moment-là, les Daft Punk ont une idée un petit peu révolutionnaire. Dans leur album, ils mettent une petite carte qui permet, une fois activée sur internet, d'accéder à un player avec des morceaux inédits. On peut dire qu'ils ont toujours été en avance sur leur temps. En 2005, ils sortent leur album Human After All. Malheureusement, ça n'a pas l'effet escompté. Bien sûr, pour leur fanbase de base, cet album est incroyable, mais ils n'arrivent pas à se démarquer autant que pour l'album Discovery. Sauf que les Daft Punk ont plus d'un tour dans leur sac. En effet, s'ils sont bien connus pour quelque chose, c'est pour ne pas donner beaucoup de concerts. C'est d'ailleurs un des rares groupes qui se permet de faire ça. Depuis quelques années, donc on est toujours en 2005, un des plus grands festivals mondiaux, Coachella, pour ceux qui connaissent, leur demande sans cesse de venir jouer sur leur scène. Les Daft Punk ont toujours refusé, mais au fur et à mesure, le cachet grimpait jusqu'à atteindre une somme, ma foi, assez intéressante. À ce moment-là, tout est revenu. L'album fonctionne, mais ça pourrait faire beaucoup mieux. Le cachet pour venir aller jouer est assez élevé. Ils se sont dit, on va faire d'une pierre deux coups. On va faire un concert de malade mental sur un des plus gros festivals, faire la promotion de notre album, de notre univers et montrer qu'on est les boss. Nous sommes donc maintenant en 2006 lorsqu'ils engagent un certain Martin Phillips, un metteur en scène de génie qui a d'ailleurs déjà travaillé avec Kanye West et le groupe Blink 182. Le défi de Martin, c'est de pouvoir proposer un concert qui serait à la hauteur des Pink Floyd. Pour réaliser ça, les Daft Punk n'y m'ont pas de main morte. Ils donnent une grosse partie de leur cachet dans le financement du spectacle. Lorsque le concert commence, c'est incroyable. On peut voir une grande pyramide de LED qui domine toute la scène. Les gens sont impressionnés et tous ceux qui ne connaissaient pas Daft Punk, maintenant, les connaissent. Il y a tellement de monde devant leur scène que la plupart des gens ne peuvent même pas voir ce qui se passe. Ils sont obligés de se faire des torticolis en regardant le grand écran pour pouvoir apprécier le spectacle. Beaucoup plus tard, l'artiste de dubstep Skrillex nous décrira ce moment comme incroyable. En fait, il était dans la fosse et quand il a vu le spectacle, il s'est dit « Moi aussi un jour, je veux faire ça ». Et je pense qu'en tant qu'artiste, c'est une des plus belles choses qui puissent nous arriver. Donner envie à n'importe qui de réaliser des grands rêves, il les réaliser, parce qu'aujourd'hui Skrillex il est connu dans le monde entier. Bah ça franchement, ça fait plaisir. Pardon. Suite à ce concert plus que mémorable, l'album ne se vend pas. Non, je déconne, il se vend la... En 2010, il signe la bande originale de Tron l'héritage. Même si apparemment c'est un échec commercial, personnellement c'est une de mes bandes originales préférées. Je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi le challenge, on retrouve bien leur univers, c'est un plaisir de l'écouter, même dans le métro franchement. Mais de toute façon, échec commercial ou pas, c'est pas grave parce qu'en 2013, il y a une musique qui sort, et cette musique c'est... En effet, le single Get Lucky sort en 2013. Ils ont travaillé avec Nile Rodgers, quand même le guitariste de Chic pour ceux qui connaissent pas, et aussi un des meilleurs guitaristes du monde, ainsi que Pharrell Williams au chant. Ce single fait suite à leur album Random Access Memories et il se classe top 1 mondial dès sa sortie. Il travaille aussi avec de nombreux artistes comme par exemple Kanye West sur son album Jesus ou encore Overnight de Parcells ou même encore Starboy et Affiliate Commune de The Weeknd. Petite info croustillante d'ailleurs, ils sont tellement famous qu'il y a un biologiste qui a découvert un nouveau ver plat, c'est comme un petit ver de terre microscopique quoi pour vulgariser au maximum, et il a donné le nom des Daft Punk à ce nouveau ver qu'il a découvert. Et du coup, je parle en vers. Le nom de ce vers, du coup, c'est Bacillus daftpunka. Mais pourquoi l'appeler comme ceci, vous allez me dire? Tout simplement parce qu'il y a une certaine partie de son anatomie qui ressemble étrangement à un des casques des Daft Punk. Comme quoi, la créativité, ça ne s'invente pas. Wow. Voilà. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires votre musique préférée des Daft Punk. C'était Murphy en direct des Studios Berthe. À vos guitares, à vos pianos, à vos vocalises. Gardez la banane et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Oh, wow, wow.
Si vous avez des projets musicaux à enregistrer ou à mixer, n'hésitez pas à faire appel au Studio Berthe. Je vous mets le lien Facebook et Instagram dans la description. Peut-être que vous serez les prochains à faire Coachella. Ouais, allez, on se retrouve en cabine.